Bonjour tout le monde, épisode numéro précisément 8 de cette série de podcasts qui s'appelle La Florida, le podcast, ou en vocable, si vous préférez, Snowbird 2.0. Carl Sanson, natif de Charlebourg, Martin Clavet-Bédard, natif et a grandi à Charlebourg, et Caméléon Productions, mon ami François Forget, près de Montréal, qui assure la production de cette émission. Nous sommes au AV Club Podcast Studio à Fort Lauderdale, downtown. Comment ça va, mon ami Carl, épisode 8. Tu parles d'un lunch, toi. Tu parles d'une présentation. C'est Ocho. Hein? C'est Ocho. C'est l'épisode 8. Exact. Ça va vite. Ben, c'est Ocho. On pourrait dire c'est l'épisode tacos. Oui. Tu sais que j'aime le Mexicain. T'adores le Mexicain. Tu nous as donné quand je suis arrivé ici, moi, je t'ai envoyé une photo de mon Zona Fresca. Oui. Et je travaille pas pour eux autres. Là. Ouais. Ça, c'est avant l'épisode 7, je pense. Ça, c'était cœur. Ah oui? Excuse. Là. Ah oui. Quand je descends ici, moi et ma femme, à toutes les fois, on n'a pas le choix. On a toujours dans notre... Si on vient une journée, 2 jours, 3 jours, c'est sûr qu'on va aller manger une fois là. Super. C'est extraordinaire. Fait que... Ça avance bien. Ça avance bien, nos podcasts. Oui, puis avant de toucher les sujets d'aujourd'hui puis de faire un recap sur l'épisode numéro 7, je veux juste te dire que ma mère vient ici en Floride depuis au-delà de 50 ans. Elle a 77 ans. Si tu la voyais à côté de Richard Clavet, de Richard Montel, qui est mon frère, moi et ma mère, 77 ans, bientôt 78, tu dirais que c'est notre sœur. Elle est très, 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 très jeune en minding. Elle est très jeune physiquement. Elle a l'air vraiment de notre sœur. Donc, la génétique est bonne. Ben, écoute, je ne parlerai pas pour ma génération, mais disons qu'elle nous a eu à 17 puis 19 ou 18 puis 20 ans. Alors, elle est très jeune. La génétique est bonne. Sauf que elle est pas toujours in dans la technologie, mais pas non plus complètement outdated. Ma mère dit, elle s'installe le premier lundi de la sortie de l'épisode numéro 1 de La Florida, le podcast, puis elle s'installe, puis elle regarde ça. Elle la regarde sur sa tablette, puis elle regarde ça, puis elle trouve ça intéressant. Elle dit, j'en apprends plus que les 50 ans que j'ai passé en Floride, à passer quasiment 6 mois par année, j'en apprends plus avec ce Carl-là que... Ah là, je te le dis. Remarque que tu le sais que les Snowbirds, ils se tiennent ensemble au lieu de faire ce que toi tu fais depuis 20 ans. Ma mère fait 50 ans qu'elle vient. Arrête, tu vas me faire rougir. Oui, mais normalement, elle se tient avec des francophones, elle se tient en famille, ils sont 9 dans la famille. Imagine, on est épisode 8. Là. Imagine comment elle va nous apprendre. Mais écoute, technologiquement, c'est un peu so-so. Et je t'explique. Elle s'installe, donc, le premier lundi midi. Elle regarde ça sur son écran, puis elle ne bouge pas de là. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, elle dit « Ouais. » Ben, elle dit « J'aimerais ça aller faire mon repassage, plier mon linge, faire la vaisselle. J'aimerais ça passer à la balayeuse. » Ben, elle dit « Je regarde l'émission. » Je dis « Là, c'est pas District 69 ou des affaires de même. » là. C'est intemporel. Elle dit « Intemporel quoi? » J'ai dit « Intemporel. » C'est-à-dire que tu le regardes et tu l'arrêtes. Puis à un moment donné, tu n'es pas obligé de le regarder non plus. Exact. Tu peux seulement l'écouter parce que 83% des gens qui écoutent un podcast et 17% des gens qui écoutent et regardent un podcast. Oui. Alors, j'ai dit, tu mets ça sur pause. Moi, elle m'a dit, je vais tout manquer. Je dis, non. C'est ça, non. exact. Ouais. C'est pas en temps réel. Ça, c'est cette génération-là. C'est parce que nous autres, on vit d'une génération nouvellement depuis à peu près une dizaine d'années, de streaming. Ouais. Ça veut dire qu'on va prendre l'exemple de Netflix. Oui, bien c'est ce que j'allais dire. C'est exactement comme du Netflix. C'est pas une émission live à télé. Tu t'en vas sur Netflix, tu mets ça sur pause, puis tu recommences le lendemain à écouter la balance de l'épisode ou quand tu as un lousse. Et quand tu retournes là le lendemain, tu arrives exactement au même bout. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, arrête ça. Ou continue, bien écoute-la, puis fais ton lavage, tes affaires. Exact. Mais j'ai dit, le lendemain, quand tu vas revenir, j'ai dit, t'écoutes Netflix? Elle dit, oui, je regarde Netflix, j'adore ça. Mais quand je reviens exactement là où j'étais rendu. Mais j'étais à la même affaire que le podcast. Mais j'ai une coche de plus pour ta mère qui va en mêler, puis on la salue, ta mère. Ouais. C'est que souvent, cette génération-là ne comprennent pas qu'ils peuvent écouter dans l'auto. Ouais. C'est pas la radio. Parce que la radio, c'est du live. Ouais, mais comment je peux écouter un podcast dans ton auto? Donc, c'est facile avec le Bluetooth. Vous pesez sur le Bluetooth, vous pesez sur le piton, puis vous pouvez faire exactement la même chose. Quand vous conduisez votre véhicule, vous entendez le podcast. Ouais. Vous allez chercher le podcast sur qu'est-ce que Martin a bien expliqué, là, le Spotify, le ça. Puis un coup qui est là, le podcast est là, vous pesez play. Ouais. Puis quand vous arrêtez, vous débarquez de votre auto, vous pesez stop. Vous allez faire votre épicerie, vous allez faire n'importe quoi, vous revenez, vous repesez play, le Bluetooth le reprend, puis ça recommence à jouer, ça continue à jouer. Ben moi, je suis tellement maniaque de podcasts que j'ai toujours mes écouteurs. Quand je sors de mon Bluetooth, j'ai mes écouteurs et je continue le podcast en faisant l'épicerie. OK, mais ça c'est une folie. Ça, c'est une folie, mais on en voit plusieurs des gens qui font ça. Je sais où ce que t'es. Ouais.
Tu me surprends même pour ton âge parce que les jeunes font ça. Ah, c'est pas notre génération qui continue. Je suis au gym le soir, n'importe où. J'écoute plein de podcasts. Et l'avantage pour la comparaison, continuer à faire du chemin sur ce que tu dis à propos de Netflix, c'est que tu reviens sur tel film X, Y, Z et quand tu reviens dessus, tu es exactement au même moment. Mais mettons que tu regardes d'autres choses, quand tu vas revenir sur le film précédent, tu vas être capable d'arriver exactement au même moment. Mais c'est la même chose avec les podcasts. Alors moi, je peux écouter sérieusement 3-4 différents podcasts en simultané. Mais ta mère amène un bon point, puis c'est un exemple. C'est qu'il y a une éducation à avoir un petit peu là-dedans. Ah oui. Parce que la nouvelle génération, eux autres comprennent ça tout de suite. Là. Eux autres, c'est rendu, ils ont été élevés avec des téléphones intelligents. Donc, eux autres, c'est naturel de faire ça. C'est juste que les grands-mamans, les grands-papas, c'est une chose, il faut que les petits-fils, les petites-filles leur montrent, prennent le temps, 2 minutes, de leur montrer comment fonctionne un podcast, comment aller le chercher, puis qu'ils fassent l'opération 2-3 fois. Parce que des fois, ils la font une fois, puis ils ne s'en rappellent plus après. Une autre fois. Quand tu réussis à faire 2-3 fois, c'est pas plus compliqué que leur télé. Là. C'est exactement la même affaire. C'est exactement la même chose. Mais les personnes, c'est ça. Là, elles se disent, oui, mais je vais manquer l'épisode. Ou encore, je ne veux pas manquer ça, je veux le regarder. C'est un show de télé. Non, c'est pas un show de télé. Mais ta mère est habituée, toi, de t'écouter à radio live parce que tu as déjà travaillé à radio mais longtemps. Ça fait un quart de siècle. Oui, mais c'est pas grave. Le siècle précédent. Ta mère, à l'époque, t'écoutais ou elle pense que c'est une émission en direct à radio parce que ça joue à radio, on l'entend dans ses oreilles, elle pense radio. Exact. Donc, c'est un podcast, comme tu dis, c'est intemporel. Mais c'est bon. C'est bon que tu en parles parce qu'on a beaucoup de gens qui vont être dans ce milieu. C'est ça qu'on appelle ça Snowbird 2.0. Exact. C'est toi qui as poussé là-dessus. La Florida. Ça, mes parents trouvent ça bien comme titre. Oui? Oh, ils ont trouvé ça bien drôle. Okay. Tout le monde pense au film La Florida aussi. Oui, avec Rémi Girard en 1990. Et la belle... Marie-Josée Cross. Oui. Je me demande si ça n'avait pas été avec Stéphane Rousseau aussi, un petit bout de nom. Pas possible, mais Marie-Josée Cross était là-dedans. Puis je veux dire, c'était une belle production. Oui. C'était une belle production qui avait été faite. Puis, comment je peux bien dire ça? Avait été mis dans le contexte vraiment des Québécois qui venaient ici à l'époque. Regarde, mais c'est un stéréotype. Écoute bien c'est un stéréotype. 1990, la sortie de ce film-là, Rémi Girard, qui est un chauffeur d'autobus à 55 ans, qui décide de prendre sa retraite prématurée, qui s'en va acheter un motel sur le bord de la plage. Mon frère Richard Clavet, en même temps, mais pas à l'âge de 55 ans, à l'âge de 25 ans, achète son premier motel. Ils se connaissent pas, eux autres. Non, mais ils ont un écart de génération. Mon frère a seulement 25 ans, il achète un premier motel ici à Hollywood. Et à l'opposé, pendant ce temps-là, les gens cherchaient à vendre leur motel, pas à en acheter. Alors, Richard Motel est parti de 22 unités en 1990, a chargé 22,94 $ pour arriver flush à 25$ par jour pour une nuitée. Ça a changé. Et aujourd'hui, c'est 225 unités, c'est 18 immeubles, c'est 4 piscines, c'est 45 employés. Et c'est une machine qui a accueilli à peu près 1 million de Québécois depuis 1990. Mais c'est un gars qui a commencé à 25 ans, pas à 55, pas un plan de retraite. Avec un rêve. Avec un rêve. Lui, il avait un rêve de TQ. Accessible. Lui, il avait un rêve de TQ d'opérer un hôtel en Floride. Exact. Il a pris les moyens quand il était jeune. La face dans le vent. Correct. Il n'a pas eu peur de relever les défis. Puis regarde, ça fait depuis 1990 qu'il est ici. Ouais. J'ai d'autres histoires de Québécois qui sont ici, qui sont partis avec un Honda Civic, avec 500$ dans leur poche, qui sont arrivés en Floride, pas de permis, pas rien. Puis aujourd'hui, ils ont une business, ils sont ici, ils ont leur permis, ils ont leur papier de résident, puis tout ça. Puis c'est un succès. Leur business est un succès. Il y en a même qui l'ont vendu, qui sont retraités aujourd'hui, tout ça. Il faut juste oser dans la vie. Il ne faut pas avoir peur d'oser dans la vie, puis d'avoir... Puis à un moment donné, oser avoir peur, c'est pas la fin du monde. À un moment donné, mon père m'a toujours dit, on a toute une intelligence, puis à un moment donné, tu vas t'en servir quand ça va être le temps. Fait que il faut mettre ça. À un moment donné, tu vas te sortir de la merde un peu, puis tu vas t'organiser. Carl, on est de Québec tous les deux, puis Québec, plus que Montréal a plus été élevé en anglais au départ. Mais nous, à Québec, on avait le problème de la langue, puis on a toujours eu peur de l'accent qu'on avait en anglais. Ouais. Ça freine du monde qui n'aurait jamais dû freiner le rêve. Jamais. Et aujourd'hui, Denis Villeneuve sort un film et tu l'entends... Dune, et tu l'entends parler dans un anglais tout croche au niveau de l'accent, et il s'en fout éperdument. Absolument. Le gars est rendu à un sommet incroyable. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'accent. Lui et Jean-Marc Vallée ont été les deux tops. Malheureusement, Jean-Marc Vallée est décédé genre d'une crise de cœur l'année passée.
Mais moi, je suis un gars qui a travaillé, puis j'ai travaillé longtemps à Hollywood, tout ça, mais je veux dire, il y a plein de nationalités, puis il y a plein de gens qui ont des accents, puis il y a plein de gens que leur anglais, ils barouinent, puis sont tous capables de faire leur chemin là-dedans. Mais pourquoi eux autres ne sont pas gênés, puis nous, on l'est? Ça va l'impersonnalité, parce que je dis la même chose à bien des Québécois qui disent « Oh, j'aimerais ça aller en Floride, toutes ça, les affaires, mais je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. » Des gens arrivent ici de Cuba, du Venezuela, de l'Amérique latine, n'importe où. Les gens arrivent ici avec une claque, puis une bottine, puis pas une scène, puis ils réussissent. 3 ans après, ils ont leur entreprise, ils ont le gros pick-up, le Ford 250, 350, puis il y a déjà 4-5 employés, 10 employés, puis les gens, ça travaille, tout ça. Les gens, ils ont comme... Je sais pas. Je pense que c'est une question que je me pose souvent. Le système au Québec... tu comprends ce que je veux dire? Padé, là. C'est que le Québécois est possiblement trop coussiné. C'est plus le terme, mais plus coussiné en ce moment avec Québec, avec le gouvernement, puis un paquet d'affaires, que peut-être d'autres nationalités qui viennent de d'autres pays, qui ne sont pas aussi coussinés, qui ont moins peur un peu, d'aller à l'aventure, moins peur un peu de travailler, d'avoir la face dans la boîte. De risquer. C'est ça. Puis de réussir. Si tu ne risques pas, je veux dire, de no risk, no reward. Ah, je veux dire, ça a toujours été. On a un gars qui se prénomme Diego, qui venait de l'Amérique du Sud, qui parlait français, mais il parle en tout et partout 7 langues. Mais on se comprend qu'il n'en parle pas une bonne, puis qu'il n'est pas capable d'écrire nécessairement aussi bien que nous, on écrit le français. Mais il n'a jamais eu ça comme barrière. Et mon frère Richard, dont je te parlais, lui... Mettons qu'il est parti en 1990, au mois de mai 1990, les 3 années d'avant, il travaillait dans des motels, dans des restaurants, à flipper des burgers, puis à être handyman, puis la face dans la boîte, puis quand il y a des problèmes avec les toilettes, c'est lui qui était là. Ouais. Et sais-tu quoi? C'est encore... on est 33 ans après l'ouverture de son commerce. C'est encore lui qui approuve toutes les transactions, y compris la nuit. Non, je ne suis pas surpris de ça. Alors, la face dans la boîte, là, du début jusqu'à la fin, il y a un problème. Il y a des problèmes avec des Québécois qui sont ici, qui sont obligés d'aller en ambulance à l'hôpital. Richard suit l'ambulance. Il va reconduire. À tous les jours, il va aller voir pour s'informer, à savoir comment ça va, puis est-ce que ça se rétablit. Il va établir le contact avec les clients, avec la famille au Québec. Tu as un bon frère. Non, mais c'est un gars qui est en affaires. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ton frère, il a le cœur gros de même. Ouais. Je veux dire, ça vient de sa nature, ça vient probablement de la famille, tout ça. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est comme ça, qui est prêt à donner ce service-là. Lui, il est prêt à tout pour donner. Lui, il sait que votre organisation de la famille, il est prêt justement à donner du service pour être sûr que les gens sont bien servis, puis le bouche-oreille est excellent. Lui, il a compris ça. Mais il ne le fait pas pour ça. Il le fait pas pour mais je comprends. Sauf qu'il est tout le temps plein aussi. Taux d'occupation, 97%. Mais au-delà de ça, le modèle d'affaires, on le regarde souvent, puis on se dit, les 3 frères, on se dit, est-ce que on doit continuer d'opérer avec des francophones ou on peut ouvrir puis avec des Américains tout ça. Et là, on se dit, le modèle d'affaires serait mieux d'avoir plus de clientèle américaine que canadienne parce que les Québécois ont le dollar canadien à faire face puis des choses comme ça, on en a parlé. Mais à toutes les fois, Richard se dit, c'est mes origines, c'est mon monde, je veux travailler toujours avec des Québécois. Okay. Fait que je pense que les périodes d'hiver, qui sont quand même des périodes, c'est la haute saison, là, malgré tout, je pense que ce serait plus financièrement payant de travailler avec autre chose que la clientèle canadienne. Et jamais Richard va changer son modèle d'affaires. Ça, c'est son modèle à lui. Peut-être la nouvelle génération qui va prendre ça quand ils vont partir, vont peut-être s'enligner ailleurs. Ouais. Mais à quelque part, il y a une réussite dans son affaire. Puis lui, il y a cette recette-là. Puis cette recette-là le remercie aujourd'hui parce qu'il est plein à 97%. Mais dans un comté qui est à 93%, fait que c'est quand même, ça va bien. Hey, est-ce qu'on peut faire le tour des différents sujets qu'on a parlé à l'épisode 7 pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode 7 et aimeraient ça? On a parlé de Space Coast, on a parlé la Space Coast, qui est les roquettes qui sont lancées. Dans l'espace, fait qu'on a parlé de ça. SpaceX, Inspiration 4, Blue Origin également pour Jeff Bezos. On a parlé de Orlando, on a parlé de l'expérience Titanic, de l'expérience Titanic qu'on a su, évidemment, le crash. Là. On a parlé évidemment de l'expérience à Orlando, qui est vraiment une attraction Titanic, il faut vraiment aller voir ça. On a parlé également des vols d'avion. On a donné des trucs aux gens pour les vols d'avion. On essaie de donner les meilleurs trucs qu'on peut là-dedans versus Expedia, les compagnies choisir, les aéroports, tout ça.
Ça, c'est quelque chose qu'on va répéter et on va revenir régulièrement. Ouais. Puis je sens qu'on va avoir des gens qui vont nous poser beaucoup de questions là-dessus. Exact. Pour avoir des routes alternatives. Oui. Puis Expedia est encore un des meilleurs moyens de magasiner ces choses, garantir le meilleur prix, être capable d'obtenir du service. Et on en parlait dans la fin de l'épisode numéro 7. On expliquait aux gens que si vous êtes en attente et vous parlez aux gens d'Expedia, dites-vous qu'il y a quelqu'un, peut-être pas la même personne, qui est en ligne avec l'hôtelier, qui est en ligne avec la compagnie de location d'automobile, qui est en train de régler votre problème. Exact. Fait que c'est un intermédiaire. Ça coûte très cher pour les hôtels. C'est parce que Expedia, c'est Amazon. C'est la même chose qu'Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Là. Tout le monde magasine sur Amazon. Ceux qui disent magasine pas, c'est pas vrai. Là. Tout le monde magasine sur Amazon aujourd'hui. Ben oui. Mais c'est la même chose avec Expedia, dans ce milieu-là. Ouais, exact. Peut-être qu'Amazon, un jour, vont se lancer là-dedans. On ne le sait pas. Next, on a parlé de quoi Non, après? c'est à peu près ça qu'on a fait pas mal fait le tour, Expedia et tout ça, puis des expériences. Voilà. OK. De quoi t'aimerais qu'on jase aujourd'hui ensemble, mon ami Carl? J'ai... Hey, tu savais-tu que Sylvester Stallone déménageait ici? J'ai lu ça il y a quelques jours à peine, mais je n'avais entendu parler quand même avec sa femme. Fini la Californie. Oui, fini. Sa femme et ses 3 belles filles. OK. Lui, il a vraiment 3 belles filles. Il a bien réussi. Sa femme est très belle, mais il a bien réussi avec ses 3 filles. Fini la Californie, on s'en vient en Floride. Un autre résident. Regardons ça. Ouais. Un autre qui a vécu toute sa vie. Son gagne-pain est à Hollywood. Il a décidé... Dans le front, c'est écrit Hollywood. Ah non, ben non. Mais je veux dire, lui, son compétiteur à l'époque, c'était Arnold Schwarzenegger. Oui, on a fait vu que les deux films, un contre l'autre, ils ont été à une époque qui ne s'aimaient pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont chum. Okay. Ils se respectent, il n'y a pas de problème, mais il y a été une longue époque que les deux, c'était pas les 2 meilleurs amis du monde, parce que c'est les 2 plus grands compétiteurs Hollywood, là. Avec les films, avec s'il y avait un succès ou pas, blablabla, puis les deals, puis les salaires, tout ça. Donc, il a décidé qu'il abandonnait totalement la Californie, vendait tout, puis il venait s'installer dans la région de Miami avec sa femme et ses enfants. La raison pourquoi que je l'amène pendant le podcast, c'est que c'est quelque chose de gros. Il y a un exode d'un paquet d'États. Ouais. Je vous le dis, là, je l'ai dit déjà dans un podcast précédent. En 2023, il y a 1 million de personnes qui sont venues s'installer dans l'État de la Floride. Quand venir s'installer, c'est pas quelqu'un qui est venu 6 mois, 1 an, tout ça. Non. Installer, ça veut dire qu'il est au registre, c'est acheter une maison, il paye des taxes, il est là, il est résident à temps plein. Pas quelqu'un ici 6 mois, là. Quelqu'un qui est rendu à temps plein ici. Bien là, c'est 1,1 million avec Sylvester. Je ne sais pas s'il était dans le million ou pas dans le million. Mais je veux dire, ce geste-là démontre encore. Ce gars-là a tout, là. C'est pas une question d'argent. Bien, sûrement une fiscalité. Non, oublie ça. Là. Même pas? Non, Sylvester Stallone est rendu à 76, 77 ans. Okay. Sylvester Stallone joue encore dans des séries de streaming, a encore des films, il fait encore en masse de l'argent. Il y a 0 problème d'argent, Sylvester Stallone, puis il s'en vient vivre dans l'État de la Floride. Mais c'est quoi la raison? Le climat, sans doute. Bien, la raison. Il y a possiblement un peu de fiscal. OK. Il y a possiblement qu'il y en a ras-le-bol de son État, puis de la façon qu'elle est menée par son gouverneur, qu'il voit que la Californie n'est plus la Californie qu'elle était il y a 10, 15, 20 ans. Puis c'est un cas. Ça, moi, j'ai beaucoup de monde qui ont déménagé et ont parti de là. Et l'État de la Floride est un État qui est... c'est le Sunshine State. On a un très bon gouverneur. On a un gouverneur qui l'a démontré pendant la pandémie, qui est un leader absolument extraordinaire. Les gens qui ne savent pas Ron DeSantis, peut-être que tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais que, c'est un réserviste, donc c'est un militaire. C'est un gars qui travaillait pour les Marines, c'est un avocat, et c'était l'avocat du team, les Navy SEALs Team 6. Donc, quand ils font une mission, exemple, ils ont été chercher Osama Ben Laden, des affaires de même. Oui. Il y a toujours un plan, il y a des papiers légaux qui se font, tout ça. Et Ron DeSantis, c'était sa job, là. C'est ça qu'il faisait, là. Les missions, les papiers, les ci, les ça. Puis il est encore réserviste aujourd'hui, là. Ouais. Ça veut dire qu'il s'installe, il analyse les experts qui lui donnent un topo, puis il prend la décision, se revient de bord, puis il l'applique. Pourquoi vous pensez que c'est un bon gouverneur? Pourquoi vous pensez qu'il y a du monde qui l'envie? Lui, depuis qu'il est jeune, qui est rentré dans l'armée, lui, c'est les Marines. Lui, il a été formé pour quand il y a un problème, il prend du recul, il analyse tout avec le meilleur staff pour prendre une bonne décision.
Et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, pendant la pandémie, la Floride a été un endroit dans le monde qui a le mieux performé. C'est pas ça que les nouvelles essayaient de faire croire, les autres jaloux, blablabla. Pas de stratégie, tout ça. Tout le monde frappait de gauche à droite. Lui, il a gardé son focus. Et ça, dans la vie du leadership, c'est pas facile à avoir. Non. Et Ron DeSantis, là, de façon naturelle, il est rendu à 44 ans, super belle femme, des super beaux enfants, tout ça. Sa femme, c'est une ancienne présentatrice de nouvelles. OK. C'est une ancienne présentatrice de... Oui. Okay. Ancienne présentatrice de nouvelles. Elle a eu le cancer du sein l'année passée. Elle l'a eu, ça dure. Puis elle l'a dit. Elle dit, mon mari n'avait pas été là avec mes enfants. Elle dit, il était gouverneur de l'État de la Floride, puis il s'occupait de tout en même temps. Là. Puis il préparait sa candidature pour... Ça, c'est arrivé après. Il préparait sa candidature pour la présidence américaine en sachant qu'elle n'a pas gagné. Ça, c'est pour le futur. Je le sais depuis le jour 1. Oui, que c'était, exactement. Dans le fond, il met ses pions de façon... pour que les gens dans les autres États sachent qui est Ron DeSantis. Exact. Là, les gens le savent. Ouais. Et éventuellement, regarde, on ne fera pas de politique aujourd'hui. D'aucuns disaient que c'était... il n'y a pas le côté rough de plus doux, moins direct, mais en même temps... Non, c'est quelqu'un, Ron DeSantis. Ron DeSantis, il est très dur à prendre en défaut. Ouais. Il comprend très bien la game. Ouais. Comme je vous dis, stratégiquement, c'est un gars qui a été élevé là-dedans. Ouais. Il a été élevé dans la game de hockey, là, puis c'était rough. Là. Ouais. Puis depuis qu'il est rentré dans l'armée à 18, 19, 20 ans. Là. Puis il est devenu avocat là-dedans, tout ça. Puis lui, stratégiquement, il sait exactement qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est un gars à 44 ans qui a de l'expérience d'un homme de 70, 75 ans pour le leadership. Et je vous le dis, depuis qu'il est ici en Floride, la Floride n'a jamais été aussi unie que ça, politiquement. Et la dernière victoire qu'il y a aux élections, qui continue à être sénateur, gouverneur, de l'État, Ron DeSantis, c'est lui, entre les démocrates et les républicains, c'est lui qui a le nombre de votes et de différences, avec la plus grosse différence entre les démocrates et les républicains. Okay. Donc, il a donné la meilleure performance. Soit qu'un démocrate a gagné, soit qu'un républicain a gagné, exemple dans l'État de la Floride. C'est lui qui a eu le plus gros gap de différence aux dernières élections de l'histoire de l'État de la Floride. Si je me souviens bien. OK. Fait que tout le monde l'aime. Mais c'est le leadership qu'il a démontré. Puis je rappelle pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté les premiers épisodes, là, que DeSantis, donc mars 2020, la pandémie, et en septembre 2020, et j'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. J'ai pas compris avant janvier 2021 pourquoi il a fait ça en septembre 2020. Il a dit, à partir de maintenant, les commerces sont ouverts et le sont pour toujours. Oui. Les enfants continuent à l'école. Oui. C'est pas vrai que vous allez enlever les enfants à l'école parce qu'il va y avoir des séquelles de ça plus tard. Il a enlevé la taxe sur l'essence, les gens. On a parlé du SunPass, e-Pass. Oui. Il a enlevé les frais de SunPass, e-Pass. Dans ce moment-là. Oui. Il y a une période de l'année, 3, 4, 5, 6 mois, il a enlevé les frais de SunPass, e-Pass parce qu'il y en a plusieurs qui ne pouvaient plus travailler. Il y a des employeurs au fédéral quand même qui disaient « tu travailles de la maison ». Fait que lui, il dit, il a mis un break à tout le monde. Il a donné des breaks de taxes sur le matériel scolaire. Ça, il le faisait déjà pour le matériel scolaire, mais lui, il a prolongé ça. Il a donné des breaks de taxes dans le temps des ouragans. Oui. Donc, tout le matériel que tu fais acheter pour faire un ouragan, des génératrices, pas de taxes là-dessus. Zéro. Il a tout passé à l'État de la Floride, tout un plan stratégique pour aider les gens financièrement. L'État de la Floride est riche. L'État de la Floride fait beaucoup d'argent. Fait beaucoup d'argent et dit, nous autres, moi en tant que gouverneur, c'est de redonner à la population un break fiscal pour qu'ils performent mieux dans leur vie personnelle avec leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Mais c'est ça la job de quelqu'un. Puis lui, il l'a fait. Et c'est pas assis, puis bon, je ferai pas grand-chose, puis c'est la pandémie, puis je vais écouter qu'est-ce que le fédéral fait. Non. Lui, il a travaillé pendant que sa femme avait le cancer. Fait que ça, je veux dire, c'est assez dur. C'est assez dur. Je veux dire, il n'y a personne qui a vécu une chose comme ça. Là. Fait que DeSantis est extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup. Puis depuis qu'il est ici, je veux dire, c'est le gars que le monde sont plus unanimes point de vue politique depuis qu'il est leader de l'État de la Floride. Il y a des gens qui étaient démocrates qui sont rendus pour run. Beaucoup ont switché de bord, sont rendus du monde du côté de DeSantis, beaucoup de Latinos.
beaucoup de Latinos qui se sont virés de bord puis qui étaient démocrates un peu, surtout dans le South Dade, là, Miami, dans ce coin-là, sont rendus full Ron DeSantis. OK. Parce que tout le monde a continué à travailler. Ouais. Tout le monde a continué à ramasser de l'argent. Malgré cette tempête-là qui est arrivée sur la planète au complet, lui a bien protégé ces gens. Fait que c'est probablement une des raisons que quand tu vois un leader, Rambo puis Rocky, avec sa gang, que lui, c'est du quoi? Moi, j'ai pas un vrai leader en Californie, je suis écœuré, il y a du homeless au bout, des sans-abri, c'est partout, les villes sont pas propres, tout ça. Ah, regardons ça, les villes sont pas propres. Il y a pas mal au Québec que c'est rendu de même. Québec-Montréal, hein, avec du leadership douteux. Ouais. Fait que lui, il dit, gars, j'en ai assez, moi, là. Il dit, moi, je pack mes petits, puis je m'en vais en Floride. Mais comment c'est perçu en Californie, le fait que Sylvester Stallone s'en vienne en Floride? C'est pas juste Sylvester Stallone, c'est Mark Wahlberg qui est parti aussi, qui est parti vivre à Las Vegas à temps plein. Okay. C'est plusieurs qui sont partis. Les gens en ont ras-le-bol. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont déménagé de quartier puis qui veulent partir. Ça, c'est un podcast, c'est un peu politique ou pas. Je parle de Sylvester parce qu'il s'en vient à Miami. Ouais. Mais il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Il y a des joueurs de soccer. Il y a des joueurs de soccer. Tom Brady a lâché le Massachusetts. Il est rendu à temps plein en Floride. Il ne faut pas oublier que oui, il a joué pour les Pats, mais il y avait sa maison pareil là-bas. Il y avait un gros compound là-bas. C'est que descendu dans le coin de Tampa, mais il y avait encore sa maison dans le coin de Boston que Money il a vendu. Puis là, il est rendu, il y a une maison à Miami. Ah oui, OK. Oui, il est rendu avec une maison à Miami, mais c'est drôle, les gens, ils ne partent plus. Tu sais, après une carrière, tu peux dire, bon, je vais me retourner, j'ai passé plus, tu as le choix. Il n'y a plus personne qui part. Ouais. Ils ont une bonne raison. C'est parce qu'on doit être. Sunshine State doit être le vrai Sunshine State. Absolument. Combien de jours par année on a du soleil? Hey, mais cette année, ça ne marche pas. Non, je sais. C'est un cas d'exception. Normalement, on parle de 320 ou 330 sur 365. C'est complètement non. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils appellent ça Sunshine State. Ouais. Je veux dire, les plages sont aussi belles les unes que les autres. Il y a toujours un débat entre la côte ouest et la côte est. Ouais. Techniquement, Martin, je te l'annonce, dans le coin de Destin, qui est dans le Florida Panhandle, donc on parle de Pensacola, Tallahassee, en haut complètement, qui est le golfe du Mexique, effectivement. C'est côté l'endroit où le sable est plus beau, les plages sont plus belles. Ouais. C'est de la neige. C'est la couleur de la neige. C'est épouvantable. Ouais. Puis, il y a des petits villages sur le bord des plages. Ouais. L'eau ne vient pas des Maldives. L'eau ne vient pas de Tahiti. L'eau ne vient pas des Bahamas. Okay. C'est vraiment en Floride. Vous regardez ça. Là. Puis si je vous prends une photo, comme genre de petite carte postale, là, vous ne croirez jamais que c'est en Floride. Ouais. Jamais que c'est en Floride. C'est extraordinaire. C'est sûr que les Québécois qui descendent, si vous n'allez pas là, genre avril, mai, juin, allez jusqu'au mois de fin octobre, mi-novembre, c'est sûr qu'après ça, c'est beaucoup plus frais l'hiver. Ça, on le comprend. Mais des gens, la période plus estivale, vous décidez d'aller là-bas, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État de la Floride, c'est long. Là. L'État de la Floride, on parle de 430 000 à peu près de Miami en bas. Je ne parle pas de Key West. Ouais. Je parle de Miami en bas, aller jusque dans le nord de Jacksonville, jusqu'aux limites de la Georgie. Ouais. C'est 420, 430 000. Donc, ça veut dire quoi? 700 km à peu près. 7 heures à peu près. Oui, c'est ça. Puis c'est 700 km à peu près. Ouais. 40 000 à l'heure, c'est 70 km/h. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on parle 700 km en ligne droite. Ouais. Donc, moi, je dis tout le temps au monde, partez de Québec, partez de Montréal, montez 700 km dans le nord. Vous allez voir qu'il fait fret en haut. Là. Il y a une différence entre en haut. Donc, je comprends qu'on est en Floride, Martin, mais c'est quand même la Floride, puis il y a des couches de température qui descendent avec les vagues de froid qui viennent du Canada toujours, qui descendent ici par en bas, qui poussent. Donc, c'est sûr que si vous allez dans le Panhandle, donc on parle de Tallahassee, d'Austin, tout dans ce coin-là, Pensacola, c'est sûr que c'est beaucoup plus frais l'hiver. Mais je vous le dis, d'après les spécialistes, c'est là que le sable est le plus beau. Le sable dans le coin de Saint-Pétersbourg, Sanibel, tout ça, c'est la même chose. Il y a un genre de petit sable blanc fin. Moi, je suis un gars de côte est. Moi, le petit sable fin ne me dérange pas. Okay. Moi, personnellement, j'aime mieux l'Atlantique. Okay. Ça, c'est un choix personnel. Mais il y a plus de vagues du côté, du côté de l'Est que du côté du golfe du Mexique. Oui, que du golfe du Mexique, toujours. Les activités partent tout le temps pour les ouragans de l'Afrique, puis ça s'en vient comme une allée de bowling, ça s'en vient par ici. Mais la qualité de l'eau est extraordinaire, la chaleur, tout ça, l'eau, regarde, c'est écœurant. Mais savez-vous quoi? Tout le tour de l'État de la Floride,
il y a des endroits où vous allez être estomaqué. C'est un paradis partout. Il y a des parcs avec des plages. Il y a beaucoup d'endroits au nord de Jupiter, en montant. Stationner votre auto, ça coûte 0. Ouais. Ça, c'est difficile à imaginer pour quelqu'un qui est toujours à Hollywood et Hallandale. T'imagines que c'est gratuit. Oh oui, tu vas plus au nord, puis c'est gratuit. Oui. Toutes les plages, les parcs, tout ça, c'est propre. Il y a des douches, les poubelles, tout ça. Les plages sont toujours refaites. Il y a des lifeguards, tout ça. Ouais. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Ouais. Fait que c'est super le fun. Dans le coin, moi, ce que j'habite, c'est complètement gratuit. Puis c'est une différence parce que j'ai habité longtemps ici à Fort Lauderdale. Oui. Quand on a vu ça, ça nous a comme, regardons ça, j'ai pas de parcomètre, j'ai pas besoin de mettre ça sur ma carte ou d'avoir le app parce qu'à cette heure, ça marche. Oui. La plupart, on marche avec ton un téléphone. app, avec ton téléphone. Tu mets de l'argent dessus, Mm. tu payes ça là-dessus, boum. Fait que tu n'as plus de ticket vraiment, à moins que tu sois de nous un peu. Là. Des fois, tu es mieux de payer une pièce de plus, de prendre 1 heure de plus pour être sûr de ne pas avoir un ticket de 50 Mais tu as du 60 monde pièces. qui s'en vont à l'hôtel de ville acheter un permis pour un mois aussi, pour pouvoir parquer à peu près n'importe où sur Hollywood, Hallandale. OK, vois-tu, je n'étais même pas au courant de ça. Oui, ça se fait, mais ça valait la peine à un moment donné quand c'était 30-40$. C'est donc 90, 100, c'est un autre paire de manches. C'était mieux de prendre le app et de payer au fur et à mesure. Sauf que prendre le app et sois sûr, mettons que tu stationnes plus là et tu t'en vas dans un autre stationnement, c'est peut-être pas la même compagnie. Oui, c'est tout le temps. C'est tout le temps la même compagnie? Oui, c'est toute la même chose dans l'État. Tout ça, il n'y a pas de problème. Tant Partout mieux. ce que tu vas. Ouais. Ça, ils n'ont pas de choix. C'est comme le e-pass puis le SunPass qu'on a parlé. C'est compatible partout ici dans l'État de la Floride. Super. Mais là, côte Est, côte Ouest, c'est un gros débat, effectivement, parce que les pros côte Ouest ne veulent rien savoir de la côte Est. Moi, je trouve que du côté de la côte Est, tu as toujours plus de place où tu peux accéder à la plage comparativement à la côte Ouest, où majoritairement, tu as des immeubles à condos qui sont construits très près de la mer. Et puis là, il faut que tu trouves un trou entre les deux, une espèce de passage public pour accéder à la plage derrière les hôtels ou les condos. Ouais. Mais il y a des belles plages. Écoute, quand tu pars sur la côte Ouest à partir du plus au sud, tu as des plages de coquillages. Et je m'explique, c'est vraiment des coquillages. Il n'y a pas de sable, c'est des coquillages très petits, très fins. Et tu te couches, tu te dis, je ne me coucherai pas là-dessus avec une serviette, ça n'a pas de bon sens, ça va me faire mal dans le dos. Pas du tout, c'est aussi doux que du sable. C'est spécial. Alors, ça, on part d'en bas, puis après ça, comme tu dis, Fort Myers, Naples, tout ça, puis Sanibel. Extraordinaire. Ben oui. Ça n'a aucun bon sens comment c'est beau. Puis après ça, tu montes un peu plus. Dans le coin de Saint-Pétersbourg, c'est quoi ce qui est considéré comme la deuxième plus belle plage au monde? Bien, c'est dans ce coin-là. Il y a tous des petits spots privés. Puis, je n'ai pas le nom exact, mais il y a plein, toutes les locales, tout le monde le sait, il y a plein de beaux spots. Moi, j'ai fait du sidou, du jet ski dans ce coin-là. Là, puis, je veux dire, il y a des bassins à des endroits d'eau, tout ça. L'eau, c'est cristal. Mettons, il y a 10 pieds de profond, 12 pieds de profond de l'eau. Tu vois complètement jusque dans le fond. Wow. Ah non, tu vois des dauphins, tu vois tous les poissons. Oui, ça, on le fait. Quand tu fais une expédition. Les tortues, les affaires. Quand tu fais c'est capoté. Une expédition avec une espèce de ponton ou whatever, tu vas toujours voir, très souvent, tu vas voir les dauphins suivre la vague en arrière, même être à côté de toi et te regarder. Oui. C'est complètement capoté. Et là, tu as le coucher de soleil en même temps parce que là, eux autres, ils ont le coucher de soleil de l'autre bord. Oui, eux autres, nous autres, on a le lever du soleil, eux autres, ils ont le coucher du soleil. Ouais. Mais plus dans notre coin, plus dans notre coin, dans ton coin, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont dans le coin de Nord Miami Beach, dans le coin d'Hallandale, Hollywood, tout ça, Dania et tout, et Fort Lauderdale. Moi, j'ai été élevé dans ce coin-là. Il y a un parc qui... il y a deux choses. Il y a un parc qui s'appelle Oleta River Park, qui est à Nord Miami Beach, pas loin du Duffy's, que tous les Québécois connaissent le fameux Duffy's. Il y a Oleta River Park. Si vous voulez avoir une plage avec des enfants un petit peu plus jeunes, puis vous ne voulez pas aller sur la plage, que d'un fois, l'eau est plus rough, il y a des plus grosses vagues, des enfants ont 3, 4, 5 ans, 6 ans, whatever, vous les amenez là. C'est plus sketchy un peu quand on arrive là avec des enfants. Vous allez au Oleta River Park. Je m'explique. C'est que ça, c'est dans l'intercostal. L'eau est transparente. Il n'y a pas de vagues. Donc, les enfants peuvent aller. Il peut y avoir 1 pied, 2 pieds, 3 pieds d'eau seulement. Sur le long, c'est ça. Donc, c'est super facile aller là avec des enfants de bas âge et de garder le contrôle. Parce qu'on s'entend, là. Partir avec le kit, les sacs, les serviettes, le pop-sub. Le pop-sub dans le serviette, les chaises, le parasol, ça fait du stock. Les enfants en plus là-dedans, les enfants mangent du sable, fait ci, fait ça. Tu t'en vas au Oleta River Park, c'est directement là. Ton enfant va là, le sable est plus dur. Écoute, il peut se mettre assis puis jouer dans 3 pouces d'eau, 5 pouces d'eau
10 cm d'eau maximum pendant un bon bout de temps. Puis c'est moins venteux parce que quand on est sur la plage, on a le vent. Là, l'autre a le vent de la façon qu'il est dirigé, il n'y a presque pas de vent. Donc, c'est beaucoup plus facile. Tu peux louer des kayaks au Little River Park. Tu peux faire ton jogging, tu peux faire du mountain bike. Il y a un paquet d'activités à aller voir sur le site au Little River Park, à aller voir les activités qu'il y a les fins de semaine. Moi, j'ai fait une épreuve similaire, c'était pas Spartan, mais j'ai fait une épreuve un genre de Spartan qui était là. Tu sais c'est quoi, là? Non. OK, les Spartans, c'est un circuit que les gens font du jogging, puis ils vont lever des bûches, ils vont passer dans l'eau, ils montent avec des cordes. Une espèce de triathlon. Oui, c'était pas un triathlon, mais c'est vraiment une épreuve d'à peu près 12 obstacles, puis tu dois faire genre un 5 km, un 6 km, puis c'est lui qui a le meilleur temps dans sa catégorie. J'ai fait 2 fois des compétitions là dans le Little River Park. Le parc est très, très, très actif. Allez voir l'horaire. Allez là, c'est tout le temps plein, c'est le fun, c'est une super belle place. Vous dites à un moment donné, ouais, ils vendent pas mal, je suis pas sûr, je vais aller sur la plage. Allez au Little River Park. Comme si tu partais de la plage, tu allais à la piscine. C'est exactement ça, sauf que là, c'est l'intercostal, puis c'est vraiment l'océan. Il y a du monde qui pêche là aussi, non? Il y a des pêcheurs. Non, pas au Little River Park. De mémoire, je pense que les gens, ils n'ont pas le droit de rêver ça. Ouais. Puis là, tu parlais d'une autre place à Fort Lauderdale. Non. Un parc? Non, c'est pas là que je veux t'amener. Je veux t'amener à une autre place. Des endroits d'adultes. Parce qu'on a des adultes. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. J'amène un endroit d'adultes. Puis ça, je veux dire, c'est pas un secret de polichinelle. À North Miami Beach, il y a un endroit qui s'appelle All Over Park. Oui. Et à All Over Park, c'est la première plage nudiste qu'il y a eu dans l'État de la Floride. Oui. Plusieurs Québécois le savent. Plusieurs y vont. Moi, je le savais. Je suis allé, mais je ne le savais pas. OK. J'étais comme aux limites, là. Puis après ça, j'ai découvert que c'était comme ça. Oui. Et ça a commencé, ça fait un petit bout de temps. Moi, c'était ma plage privée aussi. Puis on a découvert du jour au lendemain que je suis arrivé là avec mes parents. Puis à un moment donné, il y avait comme une clôture. Puis il disait ouais, derrière ce point, il peut y avoir des gens nus. Là, je suis arrivé avec mon père. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Là, on a découvert que la ville avait voté qui donnait une portion de la plage pour du nudisme. Ils ont une grosse clientèle sud-américaine et européenne qui vient ici dans le sud de la Floride, puis il y avait une grosse demande là-dessus. Il y a quelqu'un d'une ville qui a gamblé là-dessus, la ville de North Miami Beach, puis le gamble s'est adonné très, très bien. Ça fonctionne, c'est plein tout le temps. C'est all over park. Il y a des lifeguards, c'est très bien structuré. C'est extrêmement propre. Les stationnements sont... Tout est parfait. Les stationnements, c'est l'autre bord de la A1A. Oui, l'autre bord de la A1A. Il y a des tunnels pour traverser tout le long, tout le long de All Over Beach. Et écoute, tout le monde va là. Fait que ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont des amateurs de nudisme ou n'importe quoi, qui veulent aller sur la plage, je vous le dis, là, la plage est pleine. Les activités sont là, puis c'est écœurant. Je veux juste, pour être certain de comprendre, la A1A est là. Oui. La plage est à droite, elle est extrêmement grande. Oui. Et pour accéder à la plage, quand tu stationnes l'autre bord de la A1A, tu passes dans un tunnel en dessous de la A1A. Il y en a plusieurs places. Il y a du stationnement à plus finir. À profusion. Puis il y a un endroit justement pour débarquer ton bateau, pour embarquer dans l'intercostal, que justement, l'autre bord, c'est au Little River Park. L'autre bord du stationnement, c'est directement au Little River Park. OK. Là, tu m'amènes d'une place proche. L'autre bord du canal. Ouais. Mais il y a d'autres endroits. Il y a tellement eu de succès de All Over Beach que dans le coin de Jensen Beach, donc qui est Jensen Beach, c'est pas loin de Port-Sainte-Lucie, Stewart, tout ça. Donc 2h30 plus haut. C'est ça. Il y a une place qui s'appelle Blind Creek. Blind Creek. Oui, Blind Creek, c'est un autre endroit qu'il y a une plage de nudistes. C'est plein. C'est plein ça aussi. Et on s'en va toujours encore sur Indian River, que j'ai parlé dans le podcast précédent. On s'en va sur la Space Coast. Playa Linda. Playa Linda, Linda. Oui, Playa Linda, c'est exactement l'endroit où ce que les roquettes décollent. OK. C'est... pas de lien à faire entre les deux. Non, la plage la plus proche de L39, où ce que les roquettes décollent, tout ça. Il y en a même qui vont à Playa Linda pour aller voir les roquettes décoller. Tout nu. Il y en a qui vont là, ils ne le savent pas. Il y en a qui le savent. Comme moi, je ne savais pas. Mais c'est les 3 plages en ce moment dans l'État de la Floride que
C'est contrôlé par les villes. C'est très bien contrôlé. C'est très sécuritaire. Il n'y a absolument rien qui se passe là. La vie est belle. Okay. Puis, ça attire beaucoup de touristes. Okay. Beaucoup de touristes. Comme je vous dis, touristes de partout. Puis, c'est drôle parce que c'est les 3 plages quasiment rendues les plus populaires, autres que South Beach. OK. Parce qu'on s'entend que South Beach, c'est une très belle plage qui est très, très, très large. South Beach, ça fait longtemps que les femmes, beaucoup ont du monokini. Il y a beaucoup de mannequins, tout ça, qui vont là à South Beach. C'est un autre clientèle. Puis ça fait longtemps. C'est pas une plage de nudistes. Longtemps. Mais ça fait quand même 20-25 ans que c'est toléré qu'il y a du monokini à South Beach régulièrement que là. Mais c'est pas une plage nudiste. Non. Ces plages-là sont pleines tout le temps. Puis c'est pas juste plein de touristes, c'est plein de locaux aussi. OK. Fait qu'il y a un gros succès là-dessus. Mais tout est cher à South Beach. Non. On en parlait un moment donné dans un podcast futur. Les in and out de South Beach, les coups de cœur, où faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses à se méfier quand on va à South Beach. Quand on va pendant le jour, il n'y a pas de problème. Qu'on prenne une marche, on va à Lincoln, on va à Washington, tout ça. C'est Ocean Drive. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand le soleil se couche, les bars sortent, puis les choses sortent, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis il faut faire attention quand on va à South Beach, parce que South Beach, c'est une place qui brasse beaucoup. Ouais. C'est un nightlife, puis il y a beaucoup de vie là. Et ça existe. Je suis resté vraiment flabbergasté quand tu nous as expliqué qu'il y a 30 ans, ça n'existait même pas. Non. Puis qu'il y avait des homeless, puis tout ce qui s'ensuit. Les bâtisses étaient toutes vacants, les vitres cassées. Mais pourquoi là, c'est devenu ça? Pourquoi que dans d'autres secteurs, c'est devenu très art déco? Pourquoi c'est... Oui, bien, c'est parce qu'à un moment donné, Martin, il y a quelqu'un qui a cru en ce coin-là. Puis il a décidé d'investir dans l'immobilier. Il y a quelqu'un qui a acheté quasiment une rue au complet ou un bloc de rue au complet, puis il s'est mis à le rénover. Puis le monde a dit, regardons ça, je trouve ça cool, parce que l'emplacement est extraordinaire. C'est pas pour rien que c'est pas de l'air. L'emplacement est encore extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est rendu hyper populaire. Puis ça a donné un coup en même temps avec le sud de la Floride, la ville de Miami, les nouveaux gratte-ciels qui s'est bâti, Brickell qui est arrivé après. Brickell n'existait pas. Brickell n'existait pratiquement pas. À cette heure, tu regardes Brickell, c'est une des endroits où c'est que le monde est le plus riche. Là. Je veux dire, c'était à Brickell que ça se passe. Là. Écoute, tu rouleras, tu es dans le chemin principal, mettons, tu regardes dans les airs. Tu as l'impression d'être à New York tellement que les gratte-ciels sont élevés. Et tu es à côté de la mer. Là. Direct à côté de la mer. C'est impressionnant, Brickell. C'est à côté de Key Biscayne. C'est le Miami Seaquarium qui est là. C'est l'histoire de Flipper qu'on a connu. Oui. Ça, c'est ces affaires-là. Que les tournages ont eu lieu dans notre... on était TQ dans ce temps-là, quand Flipper était tourné. Puis tout. Tout à fait. Mais c'est ça. Miami, ça a changé. Miami a tellement évolué dans les 15 dernières années. C'est épouvantable. Je te le dis, Martin, là, moi, en tout cas, c'est encore un coup de cœur. Tu sais, des fois, je ne vais pas pendant un an et demi parce que je ne suis pas dans ce coin-là, je n'ai pas d'affaires dans ce coin-là. Puis à tous les fois que j'y vais, je fais tout le temps « Hey, wow, as-tu vu qu'est-ce qu'ils viennent de construire là? As-tu vu qu'est-ce que là? Hey, regardons ça, ils ont fait ça. Regardons ça, 2-3 restaurants qui en bas. Regardons ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? » Je te le dis, là, à chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui bouge. Tout ça, il y a de l'argent, il y a des investisseurs, il y a du monde de partout. Ça brasse, les gens viennent s'installer, des gratte-ciels, des ci, des ça. Ça va vite. Mais non, écoute, l'aéroport de Miami s'est refait au complet. Coral Gables, qui est pas loin de l'aéroport de Miami, a été rénové, a été refait. Coral Gables, c'est un endroit de latinos qui habitent là. C'est vraiment un centre-ville qui est au nord-ouest de Miami, de la ville de Miami. Je veux dire, ça a été rénové, c'est neuf, c'est beau, ils ont une main là-bas. Je veux dire, c'est un autre monde, là. T'es-tu allé te baigner au Venetian? Il y a une piscine d'eau naturelle qui est exploitée seulement la période de l'été. OK. Tu t'en vas te baigner dans cette immense piscine-là. L'eau est très froide parce que c'est de l'eau qui est recyclée tous les jours. OK. Il flush l'eau automatiquement. Puis en fait, c'est naturel. Tu te baignes là-dedans, puis en plein été, en Floride, tu as l'impression que tu vas te baigner dans quelque chose de chaud et c'est très, très, très frais. Je pense que le Venetian, c'est une piscine à Coral Gables. OK. Non, écoute, avec les auditeurs, écoute, moi-même, je m'éduque
en plus, oui, je vous donne des expériences personnelles, tout ça qu'on fait, puis tout, mais en même temps, je fais des recherches, je vais voir, à un moment donné, je vais parler de Crystal River, je vais parler de ça, mais on va aller là un petit peu plus tard dans les podcasts. Parfait. Il y a tellement des secrets de l'État de la Floride. C'est un état d'attraction et de beauté naturelle. Beaucoup de choses que toi, c'est-à-dire les Floridiens, les résidents savent, puis c'est un naturel, ils le savent tous, toute la gang, puis que nous, les Québécois, on ne sait pas du tout. Bien, c'est parce que il y a deux sortes de Québécois. Il y a le Québécois qui va venir, il va atterrir au port de Fort Lauderdale, il va aller à son hôtel, il va aller à la plage, il va aller voir ses 2-3 restaurants normaux, il va aller faire un tour au Sawgrass, il va aller faire un tour à Ventura. Sans acheter. Oh, mais qu'il achète ou pas, ça, c'est pas important. Okay. Dans mon livre à moi, ils reprennent l'avion puis ils remontent. Ouais. Puis à toutes les fois qu'ils reviennent, ils font tout le temps les mêmes restaurants, les mêmes centres d'achat, les mêmes affaires. Ouais. Ils se donnent jamais une aventure, quelque chose de nouveau d'aller découvrir dans l'État de la Floride. Ouais. J'ai des gens, moi, Martin, qui m'ont dit, ceux qui font ça, qui n'ont jamais été à Key West. Ouais. Ils n'ont jamais fait le voyage de descendre à Key West parce que Key West, c'est le bout, là. C'est le bout de la route, c'est là que ça arrête. Sur Duval Street, ça arrête là. Ernest Hemingway, là, c'est là que ça se passe. T'es à 1h30... 3 heures de... C'est 3 heures de descendre non, mais en auto. Rendu là, t'es à 1h30 de Cuba, là. Oui, c'est en ligne droite. Il y a même une femme qui l'a déjà fait à Nage. À Nage, oui, on a vu le film. C'est ça, exactement ça. Ça y a pris 3 fois, 4 fois avant de le réussir à faire. Elle l'a fait, elle avait 63 ou 64 ans. Netflix, Jodie Foster qui joue qui est très bonne là-dedans. Ça vaut la peine. Oui. Fait au bout de la ligne, moi, je dis tout le temps aux gens, vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez. Là. À un moment donné, sortez votre quadrilatère, sortez de vos habitudes, arrêtez d'aller manger tout le temps dans des restaurants, des chaînes. Je vous l'ai dit, de ne pas avoir peur d'aller manger au restaurant au coin de la rue, restaurant qui a l'air d'avoir des locaux. Oui, et vous allez vous faire mieux servir, vous allez mieux manger, ça va vous coûter moins cher, vous allez en avoir plus votre argent. Allez découvrir d'autres choses, allez voir. Les Keys, c'est extraordinaire, mais les Keys, c'est pas juste Key West. Non. À un moment donné, on va faire une route. On va partir ensemble avec les auditeurs, comme si on part avec une auto ou en moto. Puis on descend en bas. Puis on va descendre en bas. Puis on va donner l'expérience. C'est quoi la route c'est quoi les routes que tu peux prendre? C'est quoi les habitudes à faire? C'est quoi les endroits qui sont comme incontournables en descendant? Il y a tellement des beaux resorts cachés, parce qu'on ne le voit pas. La route principale, c'est caché en arrière des palmiers ou des arbres. C'est pas très large. Puis il y a des super beaux resorts, des super beaux Airbnb à aller voir. Oui. Il y a avec des couleurs extraordinaires. Les buildings sont tous de couleurs différentes. C'est écœurant. Il y a des parcs en descendant. C'est drôle, tu arrives à Key West quasiment, faire attention, traverse de chevreuil. Le monde, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je suis rendu dans les Keys à 3 heures en bas. On n'est pas dans le Maine, là. T'es pas dans le Maine. Il n'y a presque pas de terre. Puis attention, on traverse de chevreuil. Tu sais, je vous le dis, moi, j'ai eu la chance. J'ai tourné un film à Sugarloaf Key Island. Puis Sugarloaf Key Island, c'est comme Key West, juste la partie de terre avant, c'est une base militaire. C'est le Air Force qui est là. Question de sécurité des États-Unis, tout ça. Puis l'île avant, ou la presqu'île, c'est Sugarloaf Key Island. Et moi, j'ai tourné là, j'ai travaillé là, tabarnouche, 3 mois et demi de temps à peu près. Puis c'est un coin que je ne connaissais pas du tout. Là. Donc, moi et mon staff de tournage, tout ça, j'ai loué à peu près 7-8 maisons parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Je veux dire, l'hôtel que là, je veux dire, on n'en parle pas. Donc, j'ai loué des maisons. Puis les gens habitaient là. Quand mon staff, on est parti de là, j'en ai, Martin, qui pleurait. Ben voyons donc. Il voulait partir, il dit, c'est pas compliqué, c'est un paradis ici. Wow. Puis en fait, c'est les Caraïbes dans la Floride. C'est ça. C'est exactement ce genre de vie-là. Mais tu peux revenir à Marathon, tu vas faire une demi-heure d'auto, puis tu peux aller au Home Depot, puis tu peux aller au Walmart. Oui. À 30 minutes au nord. C'est ça. Ouais. Quand tu reviens sur tes pas, puis tu retournes dans ton île après, tu fais tes affaires, tu es isolé, c'est une autre vie, tu as ton kayak. Ben, c'est une île. Tu peux pêcher dans ta cour, il y a une période de l'année, 6 mois par année, tu peux pêcher ta propre langouste. Oui. Tu sais, ta pêche, ta manges. Tout de suite. Ça, c'est la même langue. Regarde, c'est la langouste qui vend super cher ailleurs. Tu sais, c'est une vie beaucoup plus tranquille. Moi, c'est une vie que j'aime, là, personnellement. Là, j'aime plus les grandes villes, me faire pousser dans le derrière. Ça. Oui, je peux l'apprécier, tout ça, une fois de temps en temps, mais c'est plus mon genre d'habitude que j'aime. Mais il n'y a pas de plage vraiment dans le bas, là.
Okay. Non, tu ne vas pas à Key West pour une plage? Non. Il y a une plage à Key West, du côté sud complètement, mais vous n'allez pas dans les Keys pour les plages. C'est pas la raison. Non, absolument pas. C'est quelqu'un qui va dire « Ouais, je m'en vais, je vais aller me baigner, puis je veux aller dans les plages dans les Keys. » Il n'y a pas de belles plages dans les Keys. Okay. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une plage, qu'il n'y a pas un petit bout de beau sable. Que tu peux... Mais le fond, il y a beaucoup de corail. OK. Il y a beaucoup de corail. On ne peut pas trop s'avancer nu-pied ou quoi que ce soit. Il faut toujours que tu aies des souliers. Ouais. Puis, c'est pas renommé pour avoir des belles plages. Les plages, c'est la côte est, la côte ouest de la Floride et le Panhandle en haut. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les quais, c'est pas fait pour ça. Les quais, c'est pour d'autres choses. Mais pour faire du chemin sur ce que tu mentionnais il y a 5-10 minutes à peu près à propos des plages et à propos du nudisme, est-ce qu'il y a quelque chose dans les Keys en regard avec le nudisme que les Floridiens savent puis que les autres savent pas? Bien, tu as un festival à Key West qui est les 2 dernières semaines d'octobre qui s'appelle le Fun Fest. Fun Festival. Non, c'est Fun Festival. C'est les 2 dernières semaines d'octobre et tous les résidents de la Floride le savent. Okay. À quelque part, tout le monde a été là. C'est une foire pendant 15 jours. 70% des gens se promènent nus. Okay. Dans le petit bout là, de Key West, dans le coin de Duval Street, il y a des activités à tous les jours. Okay. Bar, restaurant, tout ça. Puis c'est le party pendant 2 semaines. Les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Mais c'est plein. Bien surveillé. Police, sécurité, tout ça. Il n'y a aucun problème. Le taux de crime n'augmente pas ou quoi que ce soit, puis c'est pas une orgie à ciel ouvert, pas du tout. C'est super bien structuré. Okay. C'est super bien structuré, puis je pense que je connais pas vraiment de résidents ici qui n'ont jamais été là au moins une fois dans leur vie. Ah oui. Dans cette période-là? À ce festival-là, les gens trouvent ça wild et les gens aiment ça. Non, c'est capoté, mais tu sais, c'est dans une période de fin octobre, c'est une période qui fait chaud. Oui. C'est une période que le soir, il fait 30. Le jour, il fait 35. Ouais. Fait que les gens sont déjà vêtus très légèrement d'avance. Ouais. Là. Ouais. Beaucoup de boissons, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de bebelles, beaucoup de concours, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Fait que le monde est sur le party, le monde aime ça. Au Québec, il y a un carnaval de Québec. Ouais. Le monde sont habillés, c'est le carnaval, puis c'est le bonhomme, puis les pattes dans les airs, puis les affaires. Oui. Mais eux autres, c'est l'équivalent. On est dans le sud. Ouais. Comme tu dis, c'est comme les Caraïbes, mais tu es aux États-Unis. Ah ouais. Donc, pour eux autres, c'est normal. Ouais. Puis, tu parlais de 35 degrés. Faut pas oublier que nous, mettons à Hollywood, dans ce bout-là, on est plus au nord. Et on a normalement, à part l'automne 2023, on a d'habitude, on se couche à 28 le soir. Puis dans le jour, c'est à peu près 32. Alors 35, 30, pas de misère à le croire. Non. Ma seule expérience dans les Keys, ça date d'une trentaine d'années ou d'une vingtaine d'années, c'est d'être allé à Key Largo faire du snorkeling. Oui. Expérience extraordinaire. J'étais avec mon frère notamment, mais on était un petit groupe. De belles expériences, ça a été le fun. J'avais peur des barracudas. Les barracudas, comme 2 rangées dedans dans la bouche. Oui, ils te regardent de travers. Mon frère me dit, regarde comment on est gros, nous. Oui. Lui nous perçoit encore plus gros que qu'est-ce qu'on est. Oui. Puis il dit, en bas de 6 pieds, il dit, j'ai pas peur. Oui, mais je dis, comment, moi, je sortirais pas mon galon mesuré, là. Puis aussi, on avait fait une expédition un peu plus loin. Là, on était en bateau, puis là, on continuait de faire du snorkeling. Puis à un moment donné, je reviens à la surface et je regarde. Et je vois des ailerons. Fait que mon frère, la réaction, c'est « Inquiète-toi pas, c'est les dauphins. Oui. » Mais tu sais, quand, mettons que tu es un lifeguard puis tu es en haut puis tu vois ça en perspective à partir d'en haut, tu n'auras pas nécessairement peur parce que tu vas savoir à peu près c'est quoi. Mais quand ton visage sort à peine de l'eau, du niveau de l'eau, puis tu vois des ailerons, excuse, mais je suis monté sur le bateau, puis j'ai dit, on va se reprendre la prochaine fois. Mais c'est parce que tu n'es pas un résident. Ben non, je ne suis pas un résident. Les résidents ici sont élevés. Tu sais, je vais dire, exemple, au Québec, le monde va en pêche à la truite, puis ils vont en chasse. Puis c'est normal pour eux autres. Ici, sont élevés avec la mer. Oui. Ils sont tous des pêcheurs. Il n'y a personne qui a peur des requins ici. Il n'y a personne, Martin, qui a peur des requins. Je vais te donner une anecdote là-dessus. Mon garçon, mon plus vieux, venait d'avoir 16-17 ans. Il s'en va avec son auto, puis je lui dis aussi que tu t'en vas à soir ça. Je m'envoie avec une gang de chums, on s'en va au bout de Commercial. Oui. Donc, le pier qui est à Commercial. Et oui. Je m'en vais là, il dit, on s'en va à pêche avec mon chum. Puis eux autres comprendrez bien que quelqu'un qui est born and raised ici, ils ont tous commencé à pêcher avec leur père ou leur mère à 4-5 ans. Les autres, c'est tout à fait normal. Ils ont été amenés, puis c'est régulier. Puis mes enfants,
bon, commence à être un peu indépendant. Mon plus vieux, il a son permis de conduire, ça va des affaires. Fait que, les enfants sortent un peu. Fait qu'il dit, je m'en vais à la pêche avec mes chums, tu t'en vas au bout de Commercial. Il dit, oui, il dit, je peux-tu avoir des drinks un peu, de la liqueur, des affaires, de la Red Bull, tout ça, remplir un cooler, s'en va. J'ai dit, vous allez à la pêche de quoi? Ah, il dit, on va à la pêche au requin. Je dis, quoi? Et je vais à la pêche au requin. Il dit, je vais t'envoyer des vidéos, là. Il dit, fais-toi en pas que ça paye, tout était correct. Il dit, c'est mon chum qui est habitué, là. Puis il dit, fais-toi en pas que ça. Bon, je dis, OK. Fait que ça reste de même. À un moment donné, je m'en vais au restaurant. Je suis là sur l'est avec ma femme, je suis au restaurant. À un moment donné, ça fait bloup, mon téléphone. À un moment donné, je regarde ça. Ah, un movie. Fait que je clique, je download le movie, je regarde ça. OK. Là, je regarde mes moyens. Je dis à ma femme, je dis, check-moi donc ça. Ben, les petits bâtins, il avait pêché un requin de 10 pieds. 10 pieds? Il a pêché un requin de 10 pieds. Il était rendu sur la plage. Il prenait des photos avec. Il enlevait le crochet dans la bouche. Puis le vidéo le retirait dans l'eau après partir. OK. Fait que là, moi, je regarde ça. Moi, je suis au restaurant, pris une coupe de drink, et fait mes affaires. Je dis, voyons, qu'est-ce donc ça, cette affaire-là. Fait que là, le lendemain matin, je me lève, je vois mon gars, je dis, non, explique-moi ça, ton affaire, ce qu'il a fait. Ben, c'est bien simple. Il dit, son chum, super habitué, il est élevé là-dedans. Là. OK? Petit gars débrouillard, il est rendu à 17 ans. Fait qu'il dit, la façon qu'il marche, il dit, c'est que nous autres, on était capables de reculer avec les autos sur le bord de la plage. On ouvre le hatch de l'auto, on met de la musique, on met notre cooler. Lui, à Brunante, juste avant que le soleil se couche complètement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un kayak de mer. Donc, lui, il plante sa rod dans le sable, sur la plage, et son chum, il donne l'appât dans le kayak, puis lui, il kayak, il s'en va 1/2 kilomètre dans la mer. Avec l'appât et la... Avec l'appât, puis le fil, la pêche, avec ça. Oui. Il drop l'appât là, puis lui, il revient. Il est à combien de temps, à peu près, là? Il est à combien de il est à peu près 1/2 kilomètre du bord. Il m'a dit, quand il a droppé ça, il était loin. Il était très loin. Fait qu'il dit, ça il prend à peu près 20 minutes, là, aller-retour, aller porter ça, dropper ça. Lui, il est habitué. Fait qu'il arrive avec le kayak, eux autres, la perche est là, puis eux autres, ils prennent des drinks, puis ils s'amusent, ils écoutent de la musique. À un moment donné, la perche, elle tombe. Il dit, ça leur a pris 45 minutes de ramener le requin. Et il dit, regarde le prochain vidéo. Le jeune qui pêchait, son chum l'aidait à riler le requin. Il a embarqué dans l'eau jusqu'à hauteur des pecs, dans l'eau, pour aller prendre la queue du requin, puis de le tirer le dernier bout, puis de l'amener sur la plage. J'imagine le poids à 10 pieds. Là. Ben non. Puis il se battait, puis là, ça revolait. Là, tout ça, la vidéo, c'était extraordinaire. Là. Wow. Puis là, le petit bâtin, il prend le requin, il le met sur la plage. Là, eux autres, c'est un catch and release. Donc, ils le prennent puis ils le remettent à l'eau. Ils font rien avec. Là. Eux autres, c'est juste pour avoir du fun. Fait que lui, il a des grosses pinces. Prend le nez du requin, le rouvre. Ils ont pris des photos avec. Tout le monde alentour du requin. C'est comme ça que j'ai vu. C'est un vrai requin de 10 pieds. C'est un monstre là, qu'il y avait. Prend des pinces avec le vidéo puis il enlève vraiment l'hameçon de la bouche. Le petit gars, il est retourné dans l'eau tout seul avec son chum. Pris par la queue, ils ont ramené le requin puis ils l'ont tiré à l'eau. Sacré. Mais ça, je parle de ça avec mes gars, mais il dit, c'est parce qu'il fait ça depuis tout le temps. Là. Il fait ça régulièrement. Il fait ça une couple de fois par mois. Là. Je dis, lui, c'est son sport. Nous autres, on fait du motocross, on fait des autres affaires. Mais lui, il est élevé là-dedans. Mais quand tu parles à des résidents, mettons, je racontais l'histoire, ils partent tout à rire. Je dis, oui, on fait ça nous autres aussi. Hein. OK, c'est commun. Là. C'est pas extraordinaire pour ton fils pour la première fois. Du catch and release. Pour eux autres, c'est tout à fait normal. Wow. J'ai des amis, moi, qui ont des gros bateaux qui vont en pêche aux espadons. C'est là que le long nez. Oui. Puis ils vont en pêche aux espadons. Puis c'est exactement la même affaire. Ils font du catch and release. Puis c'est juste ça qu'ils font. C'est un sport. Mais tu sais, quand tu arrives, tu parlais du pier tantôt vers Commercial. Oui. Mais quand tu t'en vas, par exemple, à Dania, il y a un pier qui est là. Quand les gens font de la pêche là, puis que toi, tu te baignes à côté, je me dis, crime, il y a des appâts là, qui sont juste à côté. Oui, mais c'est ça. Faut pas être trop proche. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça à Dania. Pas parce que j'aime pas la plage, parce qu'elle n'est pas large, elle n'est pas profonde. Là. Mais je veux dire, tu te baignes. Mais juste à côté, ils sont là avec des appâts. Oui. Là, il y a un gars sur Instagram, j'ai pas le nom de suite. Là. Tu m'amènes quelque chose, je n'étais pas préparé à ça. Là. Dans le podcast, pas du tout. Pas grave. Il y a un gars que lui, il met une caméra GoPro. Oui. Comme avec un hameçon, un poteau, puis il descend dans l'eau pour voir tous les styles de poissons qui alentour des piers. OK. C'est extraordinaire. Ben, dangereux ou pas dangereux? Extraordinaire en beauté, oui. La vie qui entoure des piers, puis la grosseur de poissons. Là. Mais pourquoi? Comme tu parles, tu as parlé de barracuda, des tortues, des groupers. Il y a de tout
en dessous. C'est écœurant, la vie en dessous. Mais ça me fait peur. Toi, tu n'as pas peur des requins jamais quand tu vas te baigner à la plage? Non, j'ai jamais eu peur des requins. Tu as parlé d'une expérience à Key Largo. J'ai été dans Keys, j'ai été en plongée. Moi, j'ai suivi un requin de 6 pieds, 6-7 pieds, rôdait alentour de nous autres. J'étais avec mon gars, mon plus jeune, dans le temps, il avait 14-15 ans. Okay. Puis j'y ai montré, puis le requin ne faisait rien, puis on avait le guide qui était à côté de nous autres. Puis, mais le guide doit savoir que ce type de requin-là n'est pas dangereux. Non, je pense que c'est 98 qui sont pas dangereux. Non, c'est un tiger shark quand même, mais il dit, il voit que tu as la grosseur que tu es, puis tu n'es pas vraiment un prédateur. Puis s'il arrive, il dit, les requins n'attaquent pas le monde. Il voit que tu es dans l'eau, tu ne fais pas trop de blablabla, il voit que tu n'es pas un poisson. Il dit, d'un fois, s'il vient te voir, c'est juste parce qu'il est curieux, puis il vient t'inspecter un peu. Tu fais rien, fais pas de geste, fais rien, puis il dit, ils viendront pas t'attaquer. Eux autres sont nés dans l'eau, sont habitués d'être dans l'eau. Pour eux autres, c'est normal et c'est naturel. Ces gens-là vont te parler, vous êtes des malades, vous autres, vous vivez dans la neige. Oui, non, on est ailleurs. Oui, mais c'est ça pour eux autres. Ouais. Nous autres, on va dire, ben non, la neige, c'est pas si pire que ça. C'est neige trop, tu pelles, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, mais la glace tombe sur le cul, comment tu fais pour driver ton auto? Eux autres, c'est des résidents de la Floride. Ouais, eux autres, ils ne comprennent pas ce qui se passe au nord, puis ils ne sont pas intéressés. Puis les gens du nord comme toi, aller en dessous de l'eau, qu'un paquet d'espèces de poissons, des cités, ça, des affaires. Es-tu malade? Moi, je sors de l'eau, les affaires, eux autres, ils rient toutes de toi. Là. Mais la couleur du maillot ou les bijoux, n'importe quoi que tu peux avoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut devenir un... Je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas un expert de ça. Je ne suis pas un gars d'eau. Je ne suis pas un gars qui a... Je suis pas un gars qui a peur. Je ne suis pas un gars qui est le plus à l'aise parce que c'est pas mon sport et je ne suis pas né ici. Mais je ne suis pas un gars qui est peureux si je m'en vais dans l'eau ou quoi que ce soit. Ça ne m'énerve pas, j'y pense même pas. Non. Je vais être agile. J'ai déjà eu des requins qui ont passé à côté de moi sur des plages ici. Sur des plages? Oh oui, j'ai déjà un requin de 7-8 pieds qui a passé à côté de moi dans 3-4 pieds d'eau, qui a passé quasiment à travers mes jambes, qui a passé à côté. Puis j'ai dit à quelqu'un, faites attention, il y a un requin, il vient juste de passer. Ça m'est arrivé genre 2-3 fois dans ma vie. Là. Est-ce qu'il y avait un lifeguard quand tu as fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regardait? C'est un petit peu plus loin, mais je veux dire, le lifeguard ne peut absolument rien faire. Là. Je veux dire quand même qu'il y aurait un lifeguard puis un requin qui passe à travers, mais j'ai jamais vu de requin attaquer personne ou quoi que ce soit. C'est juste de ne pas paniquer. Je veux dire, lui, normalement, il suit des petits poissons. Là. Il veut manger. Oui, c'est ça, exact. Il veut pas, je veux dire, des petites pattes blanches, ça ne l'intéresse pas. Là. non, mais c'est vrai. C'est des gens, quand tu parles à des locaux puis qui t'expliquent le contexte, ils ne sont pas intéressés à toi. Là. Okay. Puis souvent, quand il y a des morsures, parce que ça ne te cachera pas que la côte de la Floride, c'est l'endroit qui a le plus de morsures dans le monde. Ah. Morsures? Des morsures de requins. C'est souvent parce que c'est un des endroits où la côte est de Jensen Beach aller jusqu'à Daytona, Sainte-Augustine, c'est l'endroit que le surf est extraordinaire. Il y a beaucoup de surfeurs qui sont ici. Okay. Kelly Slater, qui était champion du monde puis qui fait encore, tabarnouche, Kelly Slater a 50 ans. C'est un gars qui a gagné genre 17 de surf. Ans, c'est terrible. Oui, mais puis il fait encore le Pro Tour en surfing. C'est un jeune qui vient de Cocoa Beach. OK. Puis je connais plein de monde. Ça fait du surf, moi, dans le coin de Jensen. Stewart, Sebastian Inlet, c'est un des endroits les plus extraordinaires pour faire du surf ici. Okay. On ne peut pas comprendre ça ici dans le sud. Mais là-bas, il y a vraiment des barrel rolls là, qui montent 5-6 pieds, qui vont durer des super longs bouts. Puis le monde va. Tu sais, ils vont vraiment monter sur la planche, puis ils vont surfer un bon 20-30 secondes, là, d'un fois une minute. Là. Wow. C'est une chose. Wow. Mais il faut aller un petit peu plus au nord-est. Et c'est à partir de là, souvent, que les plus petits requins, puis les plus petits requins, quand ils voient tes pattes puis tu bats dans l'eau ou n'importe quoi, c'est plus ils appellent ça des juvenile en anglais. Okay. Donc des plus jeunes. Donc eux autres, ils vont mordiller un peu. Puis je connais plusieurs surfeurs que leur chum ou quelqu'un, ils ont eu une petite morceau, une petite affaire, mais rien de majeur. Là. Rien de majeur. Il est arrivé déjà des dégâts. Oui, il y a déjà eu des morts, il y a déjà eu des affaires qui est très, 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 très rare. Ouais. Mais les gars rient tous de ça. Moi, je m'entraîne au gym, là, il rit tout de ça. Il dit, gadon, là. Il dit, arrête, là. Tu as plus de chances de te faire frapper par le tonnerre ici en Floride que de te faire mordre puis perdre un bras windjump par un requin. Dans Disney, à un moment donné, il y avait une attraction quelconque en regard avec les requins qui expliquait que il y a plus de décès en regard avec des piqûres d'abeilles qu'il y a de décès en regard avec les sharks. Je ne suis pas déçu de ça. Je ne suis pas surpris de ça. Il y a plus de gens qui meurent dans l'État de la Floride par le tonnerre,
l'éclair qui tombe, qu'il va y avoir des gens qui vont mourir mettons, de s'avoir fait mordre par un requin ou une affaire de même. Donc, plus dangereux de jouer au golf que d'aller se baigner. Oui. Le monde est extrêmement naïf avec la météo. Ils sont extrêmement naïfs avec les éclairs, les orages électriques, les affaires, tout ça. Il y a du monde qui ne regarde pas beaucoup dans les airs ici. Puis je le vois souvent. Là. Des fois, tu as des arcs électriques, tu as des affaires, puis à un moment donné, il faut que tu rentres en dedans, il faut que tu te caches. Là. Puis ils sont pas assez... ils ont non, pas assez les peur gens ne sont pas vigilants. Non, ils n'ont pas assez peur, ils ne sont pas assez vigilants avec ces affaires-là. On a tous vu des vidéos de gens qui jouent au golf, puis que le balle est dans le lac, puis ils vont la chercher. Oui. Proche du lac, là. Puis, ou qui amènent leur petit chien sur le bord des lacs, des terrains de golf. Un petit chien au bout de la laisse, puis qui ne sait pas que Walligator, il l'attend là. Puis pour lui, son petit chien, c'est un morceau de poulet. Il y a du monde qui sont négligents dans la vie, extrêmement négligents, puis qui courent après le trouble. Il faut faire attention, il faut écouter les bons podcasts. Puis, mine de rien, on surfe, mais ça fait 1 heure qu'on surfe, mon ami. Puis on va arrêter ça pour l'épisode numéro 8 déjà. C'est incroyable comment ça passe vite. On a commencé ça, on a déjà 8 épisodes de fait. C'est La Florida, le podcast. Merci, Carl Sanson. Merci du fond du cœur parce que tu fais un job extraordinaire. Ton contenu est passionnant. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. On va essayer. On va continuer. On va essayer de... On dit tout le temps, on va donner notre 100%. Ou 110%. On va essayer de 100%. On va donner notre 100%. On va essayer d'être à l'affût surtout. Écrivez-nous. Ouais. Si vous avez des questions, vous avez des affaires, soyez pas gênés. On est là pour vous autres. On va vous servir. On va essayer d'amener des sujets le mieux possible. Bien sûr qu'on ne peut pas répondre à tout le monde non plus, mais moi, en tout cas, qu'est-ce que je me suis donné comme mission là-dedans, c'est d'être le plus accessible possible. Ouais. Tout simplement, j'en apprends autant que vous. Ouais. Oui, je suis chanceux, je suis ici, je fais des choses, blablabla, les affaires, tu me l'as dit, merci beaucoup, Martin. Mais notre but à nous autres, c'est de servir les auditeurs. Puis n'importe quelle question qu'ils ont, ça a de l'allure ou n'importe quoi, on va traiter le sujet, on va l'amener. Puis on niaisera pas loin d'en parler dans les podcasts. C'est un plaisir. Merci infiniment, Carl. Thank you. Alors, nous sommes ici au AV Club Podcast Studio de Fort Lauderdale, vraiment downtown Fort Lauderdale. Merci, parce que derrière la caméra, il y a des gens qui travaillent très, 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 très fort. Et je pense à François Forget de Caméléon Productions, qui est l'instigateur en arrière de tout ça, et on le remercie infiniment. Alors, au plaisir, Snowbird 2.0, La Florida, le podcast vous revient la semaine prochaine. Même heure, même poste. Au plaisir, merci. Au revoir.